Jeune, moins jeune, on va surtout parler de rapport au travail. Et avant qu'on se lance dans le sujet, j'aimerais que vous preniez quelques secondes chacun pour réfléchir à quel héritage vous transportez, vous avez autour du travail. Alors, je sais pas vous, mais moi, lignée d'agriculteurs bretons, on est en famille. La vision dont j'ai hérité, c'est il faut travailler dur pour réussir. Ça fait presque 10 ans maintenant que je m'intéresse au sujet des mutations du rapport au travail. 10 ans que je vois la presse venir avec plein de mots valises sur ce sujet. Il y a 10 ans, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais la grande chance d'avoir une vocation. Mon truc à moi, c'était les gens. Je ne savais pas trop quel métier ça pouvait être, mais quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, je disais plus tard, je veux allumer la petite flamme. J'avais conscience, au vu de l'endroit où j'ai grandi, on a beau être dans le Morbihan, je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. Il y a toujours quelqu'un qui connaît Creil. Pour vous qui n'avez pas la chance de connaître Creil, c'est une charmante bourgade, un peu grisâtre, un peu tristoune, à 50 km au nord de Paris. Oui, mes parents bretons avaient eu cette excellente idée de se dire « Moi, la ferme, jamais. Je vais aller à Creil et travailler dans l'usine. » Bref, là où j'ai grandi, la plupart des gens qui m'entouraient, c'était un peu « c'est comme ça, ce sera pas autrement ». Et moi, j'avais décidé que dans ma vie, je ferais ce truc, allumer la petite flamme. Alors, je savais pas quel métier ça pouvait être. Ça m'a mené vers la grande famille des ressources humaines, la formation, plus spécifiquement. Formation en soft skills, compétences comportementales. Vous savez, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Connaissance de soi, confiance en soi, communication interpersonnelle, et qui me semblait pouvoir faire une différence fondamentale. J'ai commencé dans cette entreprise, donc que j'ai tout fait pour rejoindre, et finalement, j'y suis restée moins d'1 an. Et pire que ça, j'ai fait 3 jobs en 3 ans dans 3 entreprises différentes. Un peu votre pire cauchemar. 3 démissions en 3 ans. Sauf que c'était clairement pas mon plan, que j'avais pas du tout envie de faire ça de ma vie, que j'avais pas un amour du changement et du zapping. Mais il s'avère que dans ma première entreprise, j'ai trouvé des managers qui n'aimaient pas manager. C'est normal. Mon boss, c'était le meilleur commercial de la boîte. Donc il est devenu chef. Logique. Sauf que il préférait largement son premier métier au second. Et donc, on avait perdu un super expert commercial pour gagner un mauvais manager qui, en plus, a fait fuir toute son équipe, dont moi. Comme j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'ai un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. J'ai pas compris que c'était pas le métier le problème, que c'était cette entreprise en particulier. Et bon, j'ai tergiversé comme ça pendant 2 ans de plus et j'ai terminé dans une entreprise sociale. Vous savez, une entreprise, on ne le disait pas comme ça à l'époque, je peux déjà dire ça. Une entreprise avec une raison d'être. Une entreprise qui, certes, a un modèle économique, mais qui cherche avant tout à résoudre des problématiques de société, avec un grand S. Et dans cette boîte, c'est là, figurez-vous, alors qu'on sauvait le monde, qu'on avait plein de choses à raconter sympas dans les dîners sur ce qu'on faisait d'utile, c'est là que j'ai trouvé réellement le pire des pratiques humaines et managériales de ma courte existence. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas les bonnes boîtes et les mauvaises boîtes, que c'était pas si binaire que ça, et qu'il suffisait pas d'afficher des belles valeurs ou des belles raisons d'être sur le papier pour que ça marche. Au contraire, parfois c'est là qu'on trouve le diable qui se cache dans les détails. Donc je quitte cette 3e entreprise et honnêtement, 3 jobs, 3 ans, 3 problèmes, le seul point commun c'était moi. Donc j'ai bien balayé devant ma porte en me disant je suis tout simplement inadaptée à ce monde du travail. Sauf que on est en 2015, pour que vous vous situiez, une fois que j'ai démissionné pour la 3e fois, et autour de moi, comme j'ai pas écrit sur LinkedIn trou dans le CV, un nombre croissant de personnes de ma génération, voilà, donc on va dire à peu près les jeunes à l'époque, me contactent en me disant « Anaïs, tu peux m'en dire plus sur l'entrepreneuriat social, le secteur dans lequel tu t'investis depuis un moment ?» Parce que moi, là où je suis, chacun avait la fin de sa phrase, mais en résumé, ça voulait dire quoi ? Je trouve plus de sens. On était en 2015. En 2015, pour décrypter ce phénomène, le seul truc qu'on voyait, c'était ça. Génération Y. Z. On commençait déjà à parler des autres qui étaient encore, je sais pas, à l'école primaire à l'époque, en se disant que déjà ça allait être pire que la mienne. Et puis il y avait deux facettes de la pièce. Il y avait les pessimistes de la bande. Donc cette génération-là sont incontrôlables, ingérables, immanageables, on peut rien en faire. Et puis les optimistes de la bande.
Grâce à eux et leurs super compétences digitales, nous allons tout sauver. 10 ans plus tard, on est bien d'accord, ni l'un ni l'autre, mais en plus, on parle toujours de la même manière des personnes qui arrivent. Donc en 2015, j'avais une intuition, c'est que ce sujet, il n'était pas si générationnel que ça, déjà. Et deuxièmement, que ce n'était pas un épiphénomène. Vous savez, le truc dont on parle beaucoup, et que finalement, bon, c'est pas grand-chose, ça va passer. Bon, l'année prochaine, je pourrais dire qu'officiellement, ça fait 10 ans que je m'intéresse au sujet. Je crois que là, ça fait que 9. Mais depuis 9 ans, je m'intéresse à ce sujet. Et du coup, je prends un petit peu de recul sur ce qu'on peut lire, entendre, en essayant de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et qu'est-ce qui, au contraire, est peut-être un peu des mots valises. Alors, parmi les mots valises, il y en a eu beaucoup. Hein. Et vous me pardonnerez l'anglicisme, c'est pas que je me fais plaisir à le mettre, c'est que dans notre presse francophone, pour parler de ce sujet, on n'arrête pas de mettre des anglicismes. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que le sujet n'est pas franco-français. C'est pas que nous. C'est pas que les Bretons. C'est pas que les Français. C'est un certain nombre de pays qui sont confrontés au même sujet. Alors, parmi les mots pour décrire ça, il y a tous les mots en août, hein, les maladies du travail. Vous voyez. Burn-out. Vous le connaissez, celui-ci. Qui fait des burn-out? Quel type de personne fait des burn-out? Des gens engagés. Hein. On ne fait pas de burn-out si on s'en fout de son travail. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, les plus gros taux de burn-out, c'est les dirigeants, les managers, hein, sans surprise. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus? Vous verrez, je suis assez consensuelle. Hein, les deux. À la fois, il y en a un peu plus qu'avant. Pour une raison toute simple. Hein. Je cherche qui est sur son téléphone intelligent, mais je ne vois pas pour le moment, bravo. Vous voyez bien, vous êtes là avec moi, mais dans quelques minutes, quelque chose va vibrer, quelque chose va arriver, et hop, on est sans cesse entre deux endroits. Quand on est dans le pro, on est dans le perso. Quand on est dans le perso, on est dans le pro. Je ne sais pas comment vous faites pour déconnecter. Moi, j'ai qu'une seule solution, c'est d'être en plein milieu de l'océan. Donc, dans le monde dans lequel on vit, forcément, avec tout ça, on a une surcharge cognitive, on a quelque chose qui fait qu'on a du mal à se reposer et qu'il y en a un peu plus. Mais on en parle aussi plus. Bah oui, parce que moi, quand mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça allait pas trop au boulot. Il disait quoi? Oh, il a un petit coup de mou. Oh, il fait une petite, je sais pas, une petite, même dépression, on n'utilisait pas trop. Hein. Bon, bah maintenant, on parle de la santé mentale. On en parle dans les entreprises, on en parle partout, parce qu'on se dit, oh là là, la santé mentale des Français va mal. Après le Covid, tout a foutu le camp, etc. Oui, on vit dans un environnement un peu anxiogène, hein, en multicrise, comme on dit depuis quelques années. Je me dis, depuis que j'ai créé ma boîte, je fais que des crises. Je vais devenir experte en crise, entrepreneuriat de crise. Mais bon, on en parle quand même un peu plus aussi, on s'autorise davantage à le dire. Le bore-out, l'ennui au travail, vous voyez, je suis mis au placard. C'est pas que j'aime pas ce que je fais, c'est que j'ai plus rien à faire. Ça arrive vite, hein. Vous savez, dans certaines entreprises ici, une énième réorganisation. Puis je vais pas le dire qu'en fait j'ai plus autant de travail, parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre mon travail et de pas se retrouver si facilement. Bore-out. Et puis le petit dernier là, burn-out. Celui-ci on le connaît un peu moins en général. Le sentiment d'inutilité. C'est la fameuse perte de sens dont on parlait tout à l'heure. J'ai un job, mais j'ai le sentiment que ça sert à rien. Dans ce que je vous dis, ce qui est important, c'est le mot sentiment, perception. J'ai la perception que je ne sers à rien. C'est très subjectif. Et après, il y a tous mes mots en ing qui décrivent tout ce qui se joue. Alors en freelance, vous voyez, pourquoi on a plus 120% de freelance en 10 ans en France? Qu'est-ce qu'ils veulent tous ces gens qui se jettent dans le freelance à corps perdu? La liberté? Alors jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que pire que le patron, il y a le client, n'est-ce pas? Au moins, le patron paye à la fin du mois le salaire. Et donc, on n'est pas du tout dans une fuite des gens qui vont tous passer freelance. Hein. Il y a quelques années, on disait demain tous freelance, la fin du salariat, comme vous pouvez voir sur l'expansion là. Pas du tout. C'est pas ça qui se passe. On a une forme à la fois de retour en arrière, parce que derrière ça, derrière les chiffres du freelance, c'est très contrasté. Il y a aussi toutes ces personnes-là. Hein. Est-ce que c'est un choix? Je suis sûre que si je cherchais bien, je pourrais trouver quelqu'un dont c'est le choix. Hein. Mais ce serait quand même l'exception qui confirme la règle. Donc un sujet extrêmement nuancé.
En freelance, c'est pas tout le monde qui y va, c'est plutôt à la fois des gens qui vont par choix, par envie, et qui finalement vont faire des allers-retours selon les moments de leur vie. Allez, je fais un moment en freelance, puis je reviens dans la sécurité de l'emploi, puis je retourne en freelance, et puis tiens, il n'y a pas que Deliveroo là-dedans. Il y a un sujet dont on parle beaucoup et qui irrigue mon sujet, c'est l'emploi des seniors, comme on dit. Et aujourd'hui, le nombre des freelances qui, en fait, sont des fins de carrière est extrêmement important. Donc attention avec tout ce qu'on lit, parce que dès qu'on essaie de faire un petit pas de côté, même en 50 minutes aujourd'hui, on voit que le sujet, faut se méfier des raccourcis. Les slashers, plusieurs jobs en même temps. Alors je suis banquier. Ils sont où? Là. Je suis banquier / pizzaiolo. C'est une histoire vraie. Et d'ailleurs, ça vient de chez vous. D'une agence dans les Côtes d'Armor, dans une ville qui commence par Ma et qui finit par Tignon, où j'ai rencontré un banquier / pizzaiolo. Bah oui, je suis banquier. J'aime bien mon job. En fait, ça a du sens pour moi d'accompagner les projets de mes clients. Mais à côté, il me manque quelque chose. Et comme on est rentré dans l'ère du « et », on n'est pas dans le « ou », on est dans le « et ». Je veux ça et ça. Donc je veux mon job de banquier. Avec tout ce que j'aime dedans, j'accompagne des clients dans des projets, j'aime mes collègues, j'aime mon entreprise pour plein de raisons. J'adore la convention collective de la banque. Mais il me manque un truc, la créativité, le côté manuel. Donc, je vais demander à mon manager, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un 4/5e? Parce que j'aimerais, vendredi soir, samedi soir, bosser dans la pizzeria. En l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est un slasher heureux. On lui a dit oui, il a envie de continuer à faire ça. Il n'a pas du tout envie, à un moment, de devenir à temps plein pizzaiolo. Et en plus, il le dit. Parce qu'il y a un autre type de slasher qu'on voit en ce moment. L'assureur, on a quelques-uns aussi, / naturopathe. Alors lui, assureur, il en a marre. Pour lui, à ce moment-là, ça n'a plus de sens. Et donc, il ou elle, Yel, comme on dit aujourd'hui, va commencer à faire une formation en naturopathie. Le soir, le week-end, poser des RTT de temps en temps quand il y a besoin pour les examens, et puis commencer à exercer, mais pas le dire. Surtout pas le dire. Parce qu'en réalité, quel est mon objectif? Dès que je peux, je coupe la première branche. 100% naturopathe. Sauf que je suis pas tout seul sur le coup, et que pour gagner autant en tant qu'assureur qu'en tant que naturopathe, c'est pas si simple. Et ça, c'est un petit peu dérangeant parce que ma boucle va être bouclée. Burn-out. Qui est responsable du burn-out du slasher, assureur / naturopathe? L'employeur. Et aujourd'hui, c'est pas anecdotique. Et si avant, cumuler les emplois, faire 2 choses comme ça en même temps, ça pouvait être très vu dans certains secteurs, et plutôt d'ailleurs dans le bâtiment. On faisait les chantiers pour son employeur, et puis le week-end, on faisait les chantiers au black. On connaît tous ça. Et à l'époque, c'était quoi? Je me cassais le pied le lundi parce que j'étais tellement fatiguée de cumuler du boulot, et c'était accident de travail. Maintenant, on est passé sur quelque chose d'un peu plus subtil avec la tertiarisation, et même on dit maintenant la quartérisation du travail. Quartérisation à l'ère de l'IA. Le prochain expert en parlera mieux que moi. Voilà un petit peu ce qui se joue. Et puis pour terminer, les switchers. Vous savez, c'est vos enfants. Merci papa, merci maman de m'avoir payé des études idéalement très très chères. Mais en fait, tu sais quoi, j'ai plus vraiment envie de faire ça. Puis tu m'aimes très fort. L'important c'est que je sois heureux, non? Donc je reprendrais bien un CAP, je sais pas quoi. Puis tu pouvais payer l'appart pendant 2-3 ans, enfin quand même. Vous les voyez? Bref, si on prend un pas de recul sur tout ce que je viens de dire, et ces mots que j'essaie de vous décrypter pour tirer le vrai du faux, il y a d'autres visions de la réussite qui prennent de plus en plus de place. Avant, réussir pour le commun des mortels, c'était faire carrière, comme on dit. C'était gravir les échelons. C'était avoir des responsabilités, avoir du coup la possibilité de se payer une télé de plus en plus grande, de plus en plus plate, et peut-être un jour, comble de la réussite, un bateau. Ça, c'était la vision de la réussite traditionnelle. Aujourd'hui, il y a 2 visions de la réussite qui prennent de plus en plus de place. Être utile et profiter. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, crise, multicrise, je ne peux pas imaginer être dans un job qui ne sert à rien. Il faut que ce soit utile. Deuxièmement, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, ma retraite, qui sait? Est-ce que je pourrais avoir une petite rupture conventionnelle, s'il vous plaît?
J'aimerais faire je sais pas, un break, c'est normal, non? Ça fait 2 ans que je bosse. Si on regarde évolution, étude de la Fondation Georges Jaurès, à 14 ans d'intervalle, 2008-2022, en rouge, il faut travailler plus pour gagner plus. En bleu, je préfère travailler moins quitte à gagner moins. Alors, 3 nuances sur ce sujet. 1, si je me positionne en fonction des secteurs, de plein de données, on verrait des choses radicalement différentes. C'est très hétérogène, en fait, selon les populations, selon où on va aller regarder ce sujet. Deuxièmement, évidemment, tout le monde préférait être en violet, travailler moins et gagner plus. Et une fois que je dis ça, c'est déclaratif comme étude. Donc il faut quand même prendre le sujet pour ce que c'est, plus comme quelque chose qui est un peu dans l'air et un peu moins, et pas forcément dans la concrétisation des actes. Et enfin, en réalité, cette étude, elle était beaucoup autour de dans quelle mesure le travail est très important pour moi. Et quand on redescend un petit peu et qu'on va jusqu'à important, c'est un peu moins marqué. Donc ça nous dit surtout que nous, les Français, culturellement, on donnait une place très importante au travail et qu'elle tend à se réduire un peu. Mais je veux dire, il y a plein d'autres cultures, ça fait longtemps qu'ils y sont. En Angleterre, à 17h, si vous êtes encore au boulot, c'est pas que vous êtes un super élément, c'est que vous êtes suffisamment nul pour avoir besoin de rester jusqu'à après 17h. C'est ça la réalité. Dans les pays du Nord, le ministre, à 16h, va chercher ses gosses. Donc bon, et on lui dit pas, est-ce que tu as pris ton après-midi? Donc culturellement, on a quand même quelque chose où peut-être qu'on se rééquilibre un petit peu. 53% des cadres du privé de moins de 40 ans n'ont plus envie d'être manager. Il y a de moins en moins de gens, vous le prendrez comme vous voudrez, qui ont envie de prendre votre place. C'est plus sexy d'être dans les comités de direction, les managements, les top talents. Enfin, je dis pas que personne ne les veut encore. Bien sûr qu'il y en a qui sont encore intéressés par ça, et heureusement, parce qu'on a besoin de gens qui ont envie de prendre ces responsabilités-là. Ça, c'est un problème, en fait, pour les entreprises, d'avoir moins de gens qui ont envie de prendre des fonctions managériales. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise libérée, sans chef, n'est pas devenue la norme. Et d'ailleurs, quand on interroge en détail, les gens, le problème, c'est pas d'avoir un manager. Ils sont bien contents d'avoir quelqu'un qui prend la responsabilité managériale. C'est qui manage et comment. C'est ça le sujet. Bon, est-ce que tout ce qu'on vient de se dire, c'est un truc de jeunes? Posons-nous les vraies questions. Oui et non, évidemment. Alors, ne me faites pas croire, s'il vous plaît, qu'à aucun moment dans vos vies, vous vous dites pas « Oh, les jeunes, c'est plus ce que c'était, etc. » Alors, je dois vous dire d'ailleurs que moi, j'ai vu le changement dans ma propre génération. 29 ans, tout le monde était encore « Ouais, non, on s'en fout de la propriété, nous on loue notre appart sur Airbnb, puis à la fin, voilà, on s'en fout, et puis on n'a pas de voiture. » 30 ans et 2 jours, t'as eu quoi comme taux d'intérêt? D'ailleurs, merci Arkea, vous êtes les seuls à avoir financé mon projet immobilier complètement fou alors que j'étais entrepreneur. On verra à la fin si vous avez eu raison. 30 ans et 2 jours, et 30 ans et 5 jours. Oh, franchement, les jeunes au boulot, c'est plus ce que c'était. Et aujourd'hui, je le vois dans mon équipe. La plus jeune de mes salariés, qui a 26 ans et demi peut-être maintenant, qui dit « Ah, les alternants, c'est plus ce que c'était. » Je vous jure, c'est vrai. Bon, on est dans un fameux biais cognitif. Vous savez, les biais cognitifs. Des pièges que nous tourne nos cerveaux qui nous fait croire que c'est une réalité. Et en plus, sur ça, on rajoute un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on voit que les trucs qui confirment notre point de vue. Les fameuses bulles. Sachez que depuis 400 avant Jésus-Christ, on dit la même chose. Socrate qui nous dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité, ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce. » On me disait ça quand j'étais au collège. À Creil. D'ailleurs, quand j'ai vu ça quelques années après, je me suis dit, c'est marrant, soit il m'a menti, pas cool, soit il est dans le déni, il se levait pas lui-même et il a oublié, probable, soit ça change tous les 10 ans, vous voyez, on se lève pas, on se lève pas. Et Polybe, qui à l'époque, à peu près au même moment, on va dire, nous dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment plus se marier, ils préfèrent le confort, l'argent, la paresse par-dessus le marché. Ils veulent plus se marier, ou s'ils se marient, avoir des enfants. Alors là, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère qui dit « Franchement, j'ai 13 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va se marier. » Bah non, mais regarde les tiens.
tous divorcés. Nous, on va garder l'argent, on n'est pas cons. Hein. Ce que j'aimerais que vous reteniez quand même, c'est que c'est tout à fait normal d'être dans le biais de c'était mieux avant, mais c'est un biais. Et donc la prochaine fois que vous avez le petit truc et que vous voyez, vous savez, en métaposition, vous êtes, je sais pas, un petit peu fatigué d'une dure semaine dans le bureau de vos collègues, du comité de direction par exemple, ou vos pairs, managers, ou vous rentrez à la maison, vous êtes là, oh les jeunes, repensez à moi s'il vous plaît. Néanmoins, il y a quand même quelques petites différences à ne pas nier. Quand on est jeune, nos choix n'engagent que nous. C'est quand même, si on devait définir la jeunesse, je pourrais vous proposer de la définir comme ça, le temps de l'insouciance. Vous allez me dire, ça a toujours été le cas, Anaïs. Quand on était jeune, nous aussi, on n'engageait que nous. La grande différence, c'est que si on prend cette définition, on est jeune pendant plus longtemps qu'avant. L'âge moyen du premier enfant, l'âge moyen du premier crédit, recule. Bien sûr, à nouveau, c'est très hétérogène. Si je prends moi qui suis en grande partie parisienne aujourd'hui, qui ai fait des bac plus 5, je suis la première à avoir un bac plus 5 de ma famille. Bien sûr que mes cousins, ils ont eu des enfants bien avant moi. Hein. Donc c'est très différent, selon où on se situe. Mais en moyenne, le sujet est là. Nos choix n'engagent que nous pendant plus longtemps qu'avant. Et puis quand on a 25 ans, on est d'accord, ça va pour dire qu'on est jeune ? De toute façon, si on me pose la question, l'âge de la jeunesse, c'est 35 ans, hein, et ça change tous les ans. Donc quand on a 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? On n'a connu que le monde du travail post-Covid. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça fait un référentiel qui n'est pas le même. Et vous savez, quand on n'a pas le même référentiel, on peut se parler de choses, on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas le vécu intrinsèque de la même chose. Ça veut dire quoi ? Que si je fais partie de jeunes plutôt qui ont la possibilité aujourd'hui d'être dans un emploi en télétravail, qui permet le télétravail, il est tout à fait probable que j'ai fait des télé-études et que j'ai même peut-être fait télé-Erasmus ou comment louper la meilleure année de sa vie. Et donc après, j'arrive dans l'entreprise avec ce sujet du télétravail et quoi qu'il se passe, on a du mal à se comprendre. Parce qu'il y a soit ceux qui veulent plus jamais venir au travail, et c'est pas les jeunes qui veulent le plus de télétravail. Vous savez qui veulent le plus de télétravail ? C'est à peu près vous. Hein. Et moi y compris. Hein. La tranche, là, 30, 50 ans, c'est celle-ci. J'ai des enfants, je me suis un petit peu éloignée là, du travail pour avoir plus d'espace, des chambres, en fait c'est confort. Puis je vais plus au travail pour me faire des potes. Franchement. J'ai fait mon trou, je sais ce que je fais, j'ai des compétences. Je suis bien en télétravail. Puis avec un peu de chance, j'ai même pu investir dans une maison secondaire, donc qu'est-ce que c'est bien d'aller faire du télétravail. C'est ces gens-là, c'est nous qui voulons le plus de télétravail, il ne faut pas se tromper. Donc il peut y avoir, pour plein de raisons, je pourrais revenir dans les questions si ça vous intéresse, une incompréhension là-dessus, qui est dès que c'est dans les extrêmes. S'il n'y a que du télétravail, ça ne marche pas, et s'il n'y en a pas du tout, alors que le boulot le permet, ça ne marche pas non plus. Parce que ça n'a pas de sens, dans le monde dans lequel on est, d'être arc-bouté sur des choses qui semblent être d'un autre temps. Et puis, si je fais partie des 2/3 des actifs, donc si c'est 2/3 des actifs, c'est potentiellement 2/3 des jeunes, qui ont un job qui ne permet pas d'accéder au télétravail. Je suis le dindon de la farce. Je n'ai vu que ça, des gens qui sont là. Puis qu'est-ce que je vois maintenant ? Ils sont là, non seulement ils ont du télétravail, mais maintenant ils veulent la semaine de 4 jours. Et moi, j'ai un boulot qui est posté, en fait, avec des horaires décalés. Je suis le dindon de la farce. Tout parallèle avec un contexte politique du moment serait... Voilà un petit peu ce qui se joue sur ce sujet, où finalement, la fameuse équité, qui est déjà si difficile à attraper, parce qu'elle est une question de perception, se vit aussi dans tout ça. Donc 2 points, s'il en fallait pour mettre en exergue que oui, il y a quelques points de différence. Et finalement, on dit autrement, quand on... Il y a pas tant... C'est pas tant l'âge qui va définir que le rapport au travail, que le contexte. Et ce qui va différer, c'est potentiellement la réponse que je vais avoir. Si je suis jeune et que ça n'engage que moi, si ce que vous m'apportez ne me convient pas, c'est plus facile pour moi de claquer la porte. Et les autres, je vais faire ce truc-là, vous savez, le désengagement. Je vous ai dit, c'est pas tant un truc d'âge. Est-ce que c'est un truc d'enfant gâté alors ? Si on pense que oui, c'est souvent qu'on se trompe de définition sur la question du sens. Le sens, ce n'est que
la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Je trouve du sens dans mon travail, le sens étant une construction humaine, parce que ce qui est important pour moi aujourd'hui, à ce moment-là de ma vie, mon travail me permet de l'avoir. Ce truc important peut être mille et une choses. Donc une fois qu'on a resitué le sujet autour de ça, on voit bien que c'est un besoin universel, que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. La seule différence qu'on va voir, c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, c'est que on peut le réfléchir un petit peu autrement et se dire le sens au sens besoin d'accomplissement, vous voyez, qui est une des définitions du sens et qui serait tout en haut de cette fameuse pyramide qui doit vous rappeler des souvenirs. Pyramide souvent controversée, vous savez, les chercheurs sont jamais d'accord entre eux, mais sur lequel, si sur les sphères du milieu, on peut parfois un petit peu se disputer, sur le fond, on est quand même tous d'accord. Quand je suis en bas de la pyramide, je travaille pour quoi ? Pour remplir mon frigo. Et évidemment, chercher à avoir d'autres attentes, mettre derrière cette notion de sens autre chose, c'est l'apanage, c'est la chance de ceux qui sont en haut de la pyramide. Alors le problème, c'est quoi ? C'est que si on prend le monde il y a 100 ans, ceux qui cherchent du sens au sens besoin d'accomplissement, il fallait bien les chercher. Il y en avait, il y en a toujours eu, mais il fallait bien les chercher. Si on prend le monde aujourd'hui, il y en aurait un petit peu plus. Alors je pourrais faire une pyramide avec une base un peu, vous voyez, mais... Et puis si on prend la France et tous les pays développés aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Il y a un nombre croissant de personnes qui sont à cet endroit-là dans la pyramide. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? C'est pas le sujet. Je crois que me concernant, je préfère vivre à un moment de l'humanité dans un pays où j'ai la chance de pouvoir avoir ces questionnements existentiels, en fait, plutôt que de ne pas pouvoir réfléchir parce que je ne sais pas ce que je vais manger demain. Et c'est pas si loin. Donc dans les pays développés, c'est pas un sujet franco-français, tout ça. Parfois on me dit mais c'est parce que nous, en France, on a un modèle social qui encourage ça. En réalité, on le voit dans plein d'autres pays qui n'ont pas le même modèle que nous. Y compris les États-Unis, la grande démission à la base venait de chez eux. Pareil, un terme qui cachait beaucoup de choses différentes. Dans la grande démission, il y a aussi des gens qui quittaient un job pour aller en trouver un autre, payer quelques euros de plus. Mais toujours est-il que voilà, on a des modèles différents et ça n'empêche pas que le même sujet arrive partout. Pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus les gens qui sont dans vos effectifs sont en haut de la pyramide, plus s'ils sont pas contents, en fait, ils partent. Plus ils sont en bas, plus s'ils sont pas contents, en fait, ils se désengagent. Autrement dit, on a le choix entre la peste et le choléra. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Par quel bout on prend le sujet quand on s'appelle grande entreprise, petite entreprise, dirigeant de PME, membre d'un comité de direction d'une grande entreprise, par quel bout on prend le sujet ? 1, je vous propose d'arrêter de regarder les taux de turnover, les taux de départ. Il faut que vous oubliez tout ça. Il faut que vous fassiez comme si ça n'avait jamais existé et que vous gommiez cet indicateur de tous vos reportings. Pourquoi ? Et au profit de quoi ? Au profit de quoi ? Au profit de l'engagement. L'engagement, une courte définition, des gens impliqués, enthousiastes, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans son travail. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie que les gens restent dans mon équipe pour rester dans mon équipe. J'ai envie que quand ils sont dans mon équipe, ils soient là pour les bonnes raisons, ils ont envie d'être là et qu'ensemble, on fasse des projets enthousiasmants. Donc, l'engagement, c'est ça. Avoir 100% de personnes engagées, c'est pas possible, mais on va quand même essayer de remonter, et c'est ça qui nous intéresse, la densité d'engagés. Pourquoi je vous dis qu'il faut faire ça ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on est passé de ça à ça. Que si avant, les parcours étaient assez linéaires, école, travail, retraite. Aujourd'hui, école, retraite, c'est un autre sujet. Ça pourrait aussi être disséminé partout. Mais si on prend le cœur du sujet qu'est le travail, on va changer de métier, on va changer d'entreprise plusieurs fois tout au long de sa vie. Et tout ça, ça fait qu'on le veuille ou non. Si on regarde nos taux de turnover, ils vont être de moins en moins bons. Si on se compare soi avec soi-même, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans aujourd'hui, ça va être comme ça. Ou comme ça dépend comment on regarde, le taux va augmenter. Et la seule chose qui ferait sens, ce serait de se comparer avec ses concurrents. Mais comme les concurrents ne disent pas la vérité, autant se concentrer sur uniquement ce qu'on peut mesurer et ce qui va avoir un impact chez nous. Et le seul truc qui va avoir un impact, c'est l'engagement. L'engagement, c'est au cœur d'un cercle vertueux, parce qu'en plus, quand je suis engagée, c'est un peu le sujet de la cause racine, vous voyez. Parfois, on soigne les symptômes, mais là, c'est la cause, ce qui va avoir un impact. Quand j'améliore l'engagement dans mon entreprise, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des gens qui restent plus longtemps.
Ça veut pas dire qu'ils restent toute leur vie, ça veut dire qu'ils restent plus longtemps que ce qu'ils seraient restés sinon. Et en plus, quand ils partent bien. C'est pas pareil d'avoir un collaborateur qui, en octobre-novembre, me dit « Je pars ». Oui, j'ai un préavis de 3 mois. Oui. Je n'ai pas prévu de faire des efforts. Hein. Donc, je sais pas, toi, on se quitte bons amis maintenant. Puis voilà. Que d'avoir un collaborateur qui, en octobre, novembre, vous dit « Je m'en vais, j'ai un projet, X, Y, telle ou telle raison, mais je pars en juin. » Donc, je fais la période fiscale, je passe mes dossiers, je te le dis maintenant, on recrute, je transmets, je fais les choses bien, et puis on se quitte bons amis. C'est quand même radicalement différent, on est d'accord? Vous passez pas la même période fiscale. Hein. En plus, quand on fait ça, bizarrement, on améliore aussi notre attractivité. Alors, dans les entreprises, il y a un truc formidable, je le vois dans beaucoup d'endroits, 70% du budget de l'année passe en marque employeur, budget RH. Vous savez, la marque employeur, c'est raconter à l'extérieur tout ce qu'on fait de bien pour ramener des gens chez nous qui vont vivre une déception fulgurante parce qu'on n'aura absolument pas investi à l'intérieur sur ce qui compte vraiment. Donc, si la durée de vie du DRH, c'est 2-3 ans, ça va, ça se verra pas. Mais si on prend un peu de recul, ça va pas marcher longtemps, cette histoire. Je dis pas qu'il faut pas faire de marque employeur. Ça reste une solution, quelque chose de nécessaire quand tous nos concurrents le font et qu'il y a besoin, mais ça peut pas être suffisant. Et pire que ça, aujourd'hui c'est Glassdoor et on n'est qu'au début du fait de noter les entreprises. On note les restaurants, on note les films, on note tout, on note les entreprises. Et on n'est qu'au début de tout ça. Donc voilà, c'est intéressant, important d'être à l'intérieur comme on le dit à l'extérieur. Tout ça, bien sûr, pas pour se faire plaisir, au service de la performance. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le coût du désengagement, c'est 3 fois plus cher que le coût du turnover. Oui, le coût du turnover, on voit, le poste vacant, les contrats qu'on ne peut pas honorer parce qu'on n'a pas les gens, la formation, le coût du cabinet de recrutement, le désengagement, c'est beaucoup plus insidieux. C'est à la fois les gens qui donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi les gens qui consciemment nuisent à l'entreprise en étant à l'intérieur. Donc voilà, s'il fallait vous convaincre, pour ceux qui aiment les chiffres, 21% d'EBITDA de rentabilité en plus. Je sais pas vous, mais moi je prends. Donc voilà, plutôt pas mal. Comment on fait pour générer de l'engagement? Il y a un truc intéressant, c'est quand même le sens. Alors il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur cet angle-là. Depuis, ça n'arrête pas. Si vous suivez les publications scientifiques, ils sont tous là en train de se dire bon, je crois qu'il fallait pas attendre ça. Il suffit d'être connecté à ce qu'on a vécu soi-même. Quand je trouve du sens, je sais pas vous, mais moi dans mon parcours, j'étais plus engagée. C'est un peu l'art, vous voyez, dans mon lien de cause à effet. Le problème avec le sens, c'est que c'est une notion extrêmement personnelle. Ce qui fait sens pour moi, c'est pas ce qui fait sens pour vous, et c'est pire que ça change dans le temps. Ce qui m'a apporté du sens il y a 5 ans au boulot, c'est pas la même chose que ce que je cherche aujourd'hui, ce sera sans doute pas la même chose dans 5 à 10 ans. Donc une notion hyper importante parce qu'elle génère cette boucle vertueuse que je vous ai dit, mais difficile à attraper. C'est pour ça que dans nos études, on a creusé ce sujet-là chez So Many Ways et on en a construit une grille de lecture, un modèle sur le rapport au travail. Je vais vous le raconter assez succinctement, mais normalement, une fois que c'est posé, c'est évident. En mode ascension. Quand je suis en mode ascension, je vois le travail comme un moyen d'acquérir une certaine position sociale. Quand je suis dans ce mode de rapport au travail, qu'est-ce qui va faire que je vais trouver du sens? Vous êtes mon manager et vous allez m'accompagner dans ma progression. Vous n'allez pas avoir peur que je prenne votre place, parce que ça existe. Un formidable moyen, même dans ma petite boîte de 20 personnes, je l'ai vu. La manager qui a une N-1 qui est super, qui est vraiment très forte, qui dans l'entretien professionnel lui dit « j'aimerais bien devenir manager un jour ». Elle ne l'a pas écrit. Comme ça, je ne pouvais pas le voir. Ça existe dans beaucoup d'endroits. Meilleure manière de désengager et de faire partir quelqu'un qui en fait est animé par ça. C'est pas parce que je suis en mode ascension que je veux prendre des fonctions managériales, ça peut aussi être sur des fonctions d'expertise métier, reconnues, etc. Et puis c'est pas parce que et puis il y a pas que c'est pas parce que vous pouvez pas me proposer le poste qui correspond à mes aspirations que vous pouvez pas m'engager. Ça peut être juste de dire j'ai compris où tu voulais aller, j'ai compris que tu voulais prendre ma place. C'est OK. Enfin, ce serait mieux que tu prennes la place de quelqu'un d'autre, mais je vais t'aider à le faire. Je vais t'aider à regarder les compétences qui te manquent, à aller les chercher, à être mis en visibilité, etc., etc. Le mode équilibre, le travail comme moyen de vivre sa vie. Quand tu es en mode équilibre, le travail est pour moi un moyen.
2 manières de considérer ce mode. Je suis en bas de la pyramide, le travail comme un moyen, c'est remplir mon frigo. Donc je vais trouver du sens parce que ma rémunération me permet de vivre décemment et parce que mon travail me permet aussi de conserver à travers ces conditions mon pouvoir d'achat. Vous voyez, en fait, si pour venir aux horaires qu'il faut venir, je dois prendre une nounou en horaire décalé qui me coûte plus cher, ça marche pas. Donc c'est un peu toute cette réflexion quand on est sur des jobs en bas de la pyramide. Et quand on est en mode équilibre sur le haut de la pyramide, c'est mon fameux profiter. Je vais trouver du sens parce que dans votre boîte, il y a de la flexibilité. Il y a du télétravail. Il y a une manière de faire vivre ces sphères-là qui fonctionnent pour moi. Je vais trouver du sens parce que dans ma boîte, il n'y a pas une culture latente qui me fait croire que si je ne suis pas encore là à telle heure, c'est que je fais mal mon boulot. Vous la voyez, celle-ci ? Celle-ci, elle ne marche plus. Dans un certain nombre de contextes, pour un certain nombre de personnes, qui va croissant. Par exemple, ce truc formidable qu'on pouvait voir avant dans les cabinets d'avocats un petit peu hype. Les jeunes qui arrivaient là-dedans, ils bossaient le matin, puis après, ils bossaient pas à peu près de 14h à 18h. Parce qu'à 18h, il y a les associés qui sortaient de réunion et puis qui balançaient les trucs en disant « c'est pour demain ». C'était la culture, hein. Et il y a plein de secteurs où c'était comme ça, dans le conseil, etc., etc. Et maintenant, ils font « oh ben on n'a plus de gens qui veulent venir travailler chez nous ». Et on ne se pose pas toujours, bien sûr qu'il y en a qui se posent la question de pourquoi. Est-ce que l'urgence, c'est vraiment l'urgence ? Encore, il n'y a pas longtemps, à l'APM, un réseau qui nous unit, un dirigeant me disait « mais moi, les gens ne veulent plus travailler chez moi. Mon directeur opérationnel, il ne veut pas garder son téléphone allumé H24. » Ben, je ne sais pas. Peut-être que, comme chez les médecins, quand il y a besoin d'astreintes, ça s'appelle des astreintes. Mais ce n'est pas H24. Donc bien sûr qu'il y a des jobs qui demandent certaines choses, qui vont avec des niveaux de responsabilité, mais il y a plein de choses qu'on a fait que certaines personnes, aujourd'hui, n'arrivent plus forcément à comprendre. Mon mode équilibre. Mon mode transformation. Le travail comme moyen de changer ma boîte. Avant moi, après moi, c'est plus pareil. Chez Crédit Mutuel, chez Mutualia, chez vous autres. Le temps que je suis là, je contribue à faire bouger les lignes. Ça ne veut pas dire forcément tout en haut du niveau d'une entreprise, mais au moins là où je suis. Quelqu'un dans un centre d'appel qui va pouvoir, je ne sais pas moi, améliorer le script, faire à sa manière, contribuer à faire changer quelque chose. À tous les niveaux de l'entreprise, je trouve du sens parce que j'ai une marge de manœuvre. J'ai une forme d'autonomie, j'ai une forme de carte blanche. Et la meilleure manière que je perde le sens, vous savez ce que c'est ? Vous êtes mon manager. Vous êtes pressé. On est tous pressés. C'est le mal du siècle, on n'a pas le temps. Et là, je vous donne une idée. Bon, en plus, vous savez, vous êtes là depuis avant moi, qu'elle est un peu pourrie, mon idée. Elle ne marche pas. Et comme vous n'avez pas le temps, vous allez passer comme ça, et puis vous allez oublier de me porter considération pour ça. Et peut-être que dans 6 mois, vous allez me poser la question magique. À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu dans ton travail ? Parce que la reconnaissance, c'est comme le sens. Un gros mot fourre-tout. On ne sait pas ce que ça veut dire. À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ? Appelez les faits, le concret, et plus que les faits, le vécu émotionnel des gens. On n'est pas des êtres rationnels. Arrêtons de nous raconter tout ça. On est des êtres d'histoire et des êtres d'émotion. Dans 6 mois, je vais retenir que ce qui compte pour moi. Donc si je suis dans ce cas-là, je vais vous dire, je ne sais pas. Mais je me rappelle en revanche que le 10 mai, à 5h52 de l'après-midi, quand je t'ai donné cette idée, tu ne m'as même pas écouté. Mode transformation. Mode impact, la vision du sens souvent véhiculée par les médias et qui nous fait croire que c'est un truc de jeune, que c'est un truc de bobo. Mon travail comme moyen d'avoir une utilité pour le monde, pour la société avec un grand S. C'est une des visions du sens, ce n'est pas la seule au travail. Et enfin, le mode introspection, le travail comme moyen d'expression personnelle. Quand je suis dans ce mode de rapport au travail, je vais chercher à pouvoir exprimer ma singularité, ma créativité dans mon travail, à avoir de la diversité pour apprendre et développer les choses qui m'intéressent moi. Mode transformation plutôt orienté vers l'entreprise, mode introspection plutôt orienté vers mon développement. Ça ne veut pas dire aucun mode n'est bon, aucun mode n'est mauvais, ils peuvent tous apporter de la valeur et être performants dans une entreprise, ou l'inverse. Donc voilà pour mon mode introspection. Vous allez le trouver beaucoup dans les métiers d'auteur, entre guillemets. Hein. Quand vous êtes dessinateur de BD, vous êtes souvent là, mais pas que. Pas que, loin de là. C'est un modèle. Même si je voulais présenter brièvement, un modèle est faux. On crée des modèles, comme nous le rappelle ce monsieur Valéry, pour être capable de mieux appréhender la complexité
et de faire ce qu'on ne fait pas naturellement. Comprendre les autres modes de rapport au travail, les autres leviers de sens qui nous sont moins naturels. Parce que là, sur un format conférence, j'ai pas le temps de le faire, mais il y a un petit jeu où on s'amuse sur les croyances autour des modes. Et on se rend compte qu'à nous tous, s'il y en a un où vous dites « oh, celui-ci, je l'aime pas », en fait, à nous tous, on va trouver autant de traits négatifs que positifs pour chacun des modes. C'est qu'une question de vision du monde. On n'est pas un mode, on est plutôt un degré d'adéquation avec quelque chose qui va dominer un instant T, et ça change tout au long de notre vie. Retenez ma question, je vous assure que c'est la meilleure manière, les modèles on les apprend pour mieux les oublier, comme je le dis, la meilleure manière dans votre quotidien de travail d'arriver à détecter où se situe une personne. Et pour terminer, qui a la responsabilité du sens au travail? Tout le monde. Parce que le sens ne se donne pas, ça n'existe pas, il se construit ensemble. La responsabilité des dirigeants au sens large. Impulser, penser le futur, mettre le sujet au cœur. Se dire, parce que finalement c'est ça que je vous dis, le sens collectif c'est important. Qui on est, d'où vient-on, vers où on va, quelle est notre stratégie, quels sont votre rôle dans cette stratégie. Ça c'est le sens collectif. Il est nécessaire mais il n'est plus suffisant. Ce que je suis en train de vous dire c'est qu'aujourd'hui les gens attendent dans le travail aussi un sens plus personnel. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a un vaste défi, vous me pardonnerez l'oxymore, qui va nous occuper, je pense, au moins pour les 10 années à venir dans les entreprises, c'est qu'on ne peut plus faire un cas à une personne, on ne peut plus faire le même costume pour tout le monde, la même chose pour tout le monde. Vous savez, ce truc qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Il y a un petit risque. Puis d'ailleurs, si on pense juste qu'il faut attendre que ça passe, parce que ça s'est déjà calmé, ça va aller mieux, c'est oublier la courbe démographique. A priori, tout le monde dit que l'IA ne va pas tous nous remplacer, qu'on va continuer à avoir besoin de compétences, en plus avec des changements de compétences, qu'il y a un nombre très important de gens qui vont partir à la retraite. Enfin, je ne sais pas s'ils auront des retraites, mais ils vont partir à la retraite. Et que derrière, en fait, la courbe démographique fait que la tension sur les compétences va rester importante. Donc le défi des années à venir, c'est ça. On ne peut plus faire la même chose pour tout le monde, ça ne marche pas au risque que les gens aillent voir ailleurs. Mais on ne peut pas non plus faire un cas à une personne. Ce n'est pas possible, c'est pas souhaitable. Quand on fait un cas, une personne, ou quand on fait une exception, pour le dire autrement, on sait très bien comment ça se passe. Ça nous revient en boomerang. Et on a beau se dire, tu le diras pas. Donc, on va devoir réfléchir à standardiser la personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire que dans une même entreprise, on a plusieurs options qui ont leurs avantages, leurs inconvénients et qu'on peut choisir. Très simple, standardiser la personnalisation, j'ai le choix entre 35 heures et 39 heures. Une entreprise bretonne de tracteurs me parlait de ce sujet il y a quelques années déjà. Je comprends pas, on n'arrive pas à recruter des mécanos de tracteurs. Mécanos, c'est compliqué, mécanos de tracteurs. Pourtant, on est aux 35 heures, nous, on est les seuls de la concurrence. Je sais pas, c'est peut-être le sujet. Si tu veux pourvoir tes 30 postes vacants, là. Ah non, on a demandé aux gens qui sont chez nous, et en fait, ils sont très contents de ces 35 heures. Oui, mais je te parle de ceux qui ne sont pas chez toi. Ah non, tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse les deux dans ma boîte. Toi, t'as rien compris à la vie, là. T'arrives, t'es une jeune chef d'entreprise. C'est pas pragmatique, ça. Je sais pas. Moi, je sais un peu compter. Tes 20 postes vacants, combien tu fais là pour aller les recruter, les chercher, ta marque employeur. Mettre au carré 2 modes de contrat de travail et les faire cohabiter chez toi, je sais pas. Moi, je serais à toi, j'essaierai. C'est un peu de ça dont on parle. Et le monsieur dont je vous parle en question est loin d'être bête. Bien au contraire. Mais comme lui, nous tous, nous sommes parfois dans notre paradigme et faire le pas de côté sur quelque chose qu'on a toujours regardé de la même manière, c'est pas évident. C'est aussi standardiser la personnalisation, choisir, je sais pas moi, dans le milieu où on a des chaussures de sécurité, entre les hautes noires ou les basses vertes. La première fois que j'ai dit ça dans une entreprise qui était concernée par le sujet, j'ai cru que j'allais je suis pas sûre que je parle d'une vraie réalité. Ils ont tous rigolé parce que c'est le sujet de tous les ans dans tous les CSE. Quelles chaussures de sécurité on peut avoir? Et qui décide? Bon. Individualiser, ça voudrait dire chacun choisit sa paire de chaussures de sécurité. Chacun choisit l'ordinateur qu'il veut, chacun choisit la couleur de sa chaise, standardiser la personnalisation sur les sujets qui sont importants, la couleur de la chaise n'étant peut-être pas le cœur de sujet, c'est pour illustrer mon propos. Je peux aller d'un truc à un autre. On vient quand même de se dire que non seulement il faut donner du sens collectif aux gens, mais en plus personnel, et que ce sens personnel, il change dans le temps. Compliqué. Manager n'est pas un rôle, c'est une compétence. Donc ça s'apprend, ça se développe. Mais s'il n'y a pas une envie, une appétence à la base, ça va être compliqué.
Comment choisit-on nos managers? Est-on en train de déposséder, de nous priver de nos meilleurs experts et de gagner en mauvais managers parce qu'on n'a pas assez valorisé peut-être la filière d'expertise à côté de la filière managériale? La responsabilité des managers, c'est quoi dans cette question du sens au travail? C'est de parler souvent. La conversation annuelle où on attend tous stressés, où on parle en même temps de sa rémunération et de ses perspectives de carrière comme si on pouvait parler de sens en même temps qu'on est en train de négocier notre rémunération. Voilà la responsabilité des managers, être capable de parler de ces sujets-là, de les aborder, de ne pas en avoir peur, de manier, et c'est extrêmement difficile aujourd'hui à l'heure où on en est, des réponses à des attentes de plus en plus exigeantes, de plus en plus personnelles, tout en maintenant un cadre collectif. Alors il y a un truc formidable pour répondre à ça, qui fait que tout ce que je vous dis a l'air compliqué, mais c'est l'IA. Je ne dis pas que ça fera tout, mais j'ai une assistante de direction qui est via une boîte qui utilise l'IA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je lui envoie une note vocale en lui disant tu peux me réserver un taxi là, pour faire Vannes, château de Lanouane. Son intelligence artificielle, elle prend, elle traite, elle fait des suggestions, elle n'a plus qu'à valider. C'est pas le futur, il en parlera mieux que moi, ça existe déjà. Et ça marche quand même plutôt bien. Et je vous laisse imaginer comment ce type d'outil pourrait être utile quand on a des milliers de managers qui doivent répondre à des besoins complexes des individus en respectant un cadre collectif d'entreprise qui est composé de multiples chartes qui bougent tous les ans. Non, je suis sympa, tous les 3 mois. C'est ça, Comment je peux te répondre sur la rémunération? J'ai même pas eu le temps qu'on me redescende l'information jusqu'à moi. Comment je peux te répondre sur tes congés? Comment je peux savoir ce que tu peux faire ou pas dans le cadre qui est collectif? Petite lueur d'espoir, il y a quand même dans ces outils-là quelques petites choses qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes complexes, même s'ils n'enlèveront absolument pas le rôle du manager, au contraire, mais ils lui simplifieront la vie. Et pour terminer, la responsabilité des collaborateurs. Bien sûr que si on veut avoir du sens dans son travail, le premier point, c'est d'apprendre à dire qu'est-ce qui compte pour nous. Vous savez, d'arrêter de penser que notre manager, notre RH, notre directeur, notre directrice, notre conjoint, notre conjointe, ça marche aussi, lit dans notre cerveau. Et que donc, il sait exactement ce qui compte pour nous et ce qui est important pour nous. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien appris à l'école. Ça touche à la connaissance de soi, ça touche à la capacité à exprimer les choses de manière constructive. Et comme on l'a pas appris à l'école et que c'est ô combien nécessaire, dans nos entreprises, il y a un enjeu aussi à amener le sujet là, parce qu'on parle de relations managériales. Quand on dit relations managériales, on est deux. Et on peut pas tout attendre ni du dirigeant ni du manager, mais il y a aussi chacun une part à jouer. Nous sommes tous le collaborateur d'un autre, le manager d'un autre. Donc voilà, ça nous concerne tous. Si je devais conclure cette intervention, je dirais, j'ai parlé un petit peu d'IA, que ce serait assez amusant de se dire que finalement, la dernière carte de la révolution digitale, elle est foncièrement humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une flopée d'entreprises qui sont mortes. Parce qu'elles n'ont pas compris que la révolution digitale voulait dire changement de produit. Kodak. Je suis restée accrochée à mon appareil photo argentique. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je suis mort. Deuxième étape de cette transformation digitale, j'ai tout un tas d'entreprises, on les a vues, qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris le changement de modèle à temps, le changement de business model. Je ne peux plus vendre des imprimantes, je dois vendre le service. Peut-être que la troisième vague d'entreprises qui ne survivront pas dans 10 ans sont celles qui n'auront pas compris ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui n'auront pas compris que c'est à mettre au cœur, parce que finalement, nos entreprises, et c'est évident, sans les hommes, sans les femmes, sans l'engagement, sans le moteur de ce qui fait ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Et ça bouge assez vite. A priori, ça ne va pas tant que ça s'infléchir. La route est longue, mais très enthousiasmante, avec beaucoup de choses à inventer. Donc, je vous souhaite de la parcourir avec les personnes qui sont à votre table pour les prochaines années, avec joie. Merci.